Dans la presse ou sur les plateaux de télévision, on ne cesse d'invoquer une opinion publique totémique, pour mieux se ranger derrière elle, quand elle conforte notre point de vue, ou alors pour mieux en dénoncer les conclusions, quand on est en désaccord avec elle. Considérée parfois comme omnipotente, l'opinion publique jouit d'un statut particulier et d'une certaine aura en démocratie, où elle est souvent perçue comme l'expression du pouvoir du peuple sur celles et ceux qui tiennent leur mandat par le peuple et qui gouvernent pour le peuple. Mais comment se forme l'opinion publique ? L'opinion publique a ses experts, les sondeurs, qui, comme des sourciers, interrogent un échantillon dit représentatif de la population et publient ensuite leurs enquêtes. Et elle a aussi ses promoteurs, les médias et les politiques, particulièrement friands des sondages, surtout en période électorale. Ces sondages seraient la photographie, à un moment donné, de l'opinion publique. Mais est-on certain que ce qui est mesuré, c'est bien l'opinion publique ? Le sociologue Pierre Bourdieu avait dénoncé la méthodologie employée par les enquêteurs en 1973, dans un article qui était devenu célèbre « L'opinion publique n'existe pas ». Parmi ses critiques notables, il montrait que les sondages ne mesuraient pas l'opinion publique, mais qu'ils la fabriquaient, l'orientaient, en posant par exemple des questions que nul ne se posait. Si je vous demande « Faut-il retirer le droit de vote aux personnes âgées de plus de 65 ans ?» que répondrez-vous ? Eh bien, quelle que soit votre réponse, j'inscris ce sujet dans le débat public et j'en fais une question digne d'être traitée. De plus, on demande parfois à un sondé de formuler son opinion sur un sujet sur lequel il n'en a parfois aucune. Le projet de métaverse de Facebook, une menace pour nos enfants ? Répondez-moi par oui ou par non. Seulement, savez-vous ce qu'est un métaverse ? Ne vous tracassez pas, chacun est en droit d'exprimer son avis, toutes les opinions valent par elles-mêmes. La seule compétence indispensable est votre participation à l'enquête, car vous avez le droit à une opinion. Exprime-toi et tu auras accompli ton devoir, citoyen. Plongez-vous en votre fort intérieur, interrogez votre moi authentique pour trouver une réponse là, déjà prête à être cueillie. Malheureusement, si on voit se multiplier les prises de position intempestives, si on assiste à la colonisation de l'espace public par nos émotions intimes, par nos indignations, c'est parce que toutes les idées, ne se revendiquant que de soi, sans souci ou besoin de se confronter à la discussion critique, finissent par se valoir toutes. Nous aurions basculé, selon certains intellectuels, dans un régime d'opinion qui entamerait les fondations démocratiques. On peut alors se demander pourquoi l'opinion publique continue de bénéficier d'un tel prestige, malgré la menace que fait peser la sondomanie médiatique ? Eh bien, parce qu'elle renvoie sous une forme certes dégradée aux philosophes des Lumières et à leur promotion de l'opinion publique éclairée, susceptible de se dresser contre les injustices ou l'arbitraire des pouvoirs. Contrairement à l'opinion publique sondagière, l'opinion publique éclairée ne germe pas spontanément. Elle fait appel d'une part à notre réflexivité, c'est-à-dire notre capacité à nous interroger sur nous-mêmes, et d'autre part à notre capacité à penser à la place de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle l'empathie. Cette double faculté, ce double écart de soi à soi, se développe notamment dans des lieux physiques, comme les cafés, les salons, les clubs ou encore les loges maçonniques. Mais aussi dans les livres, la presse, grâce à la lecture, où s'exerce, selon Proust, ce travail fécond de l'esprit sur lui-même, et où le lecteur jouit de la compagnie et de l'intelligence d'autrui, tout en restant seul. C'est la thèse qui est portée par le philosophe allemand Habermas dans son ouvrage classique « L'espace public ». L'espace public requiert l'usage public de la raison d'une pluralité de personnes privées qui acceptent de se dédoubler, en d'autres termes de se séparer de leur moi privé et de leur identité, pour se révéler et s'exposer à travers leurs paroles et leurs actes sur une scène qui appartient à tous. Il transforme cet espace public les idées en expériences partagées. Les idées circulent, encouragées par la lecture solitaire et la réflexion autonome. L'opinion publique éclairée est apparue au XVIIe siècle en Angleterre et au XVIIIe siècle en France, lorsque la bourgeoisie se projeta au-delà de la sphère intime et commerciale pour s'emparer de sujets réservés au secret de l'État ou de l'Église. Intercalé entre la sphère privée et l'État, l'espace public bourgeois aurait alors favorisé par le débat et la publicité de ces débats l'émergence d'une opinion publique critique. Néanmoins, pour Habermas, après un bref âge d'or, l'espace public s'est dégradé avec l'émergence des médias de masse et la colonisation marchande de celui-ci par le marketing
ou la publicité commerciale. En gagnant et en puissance et en autonomie, les médias ont trahi l'idéal d'un espace public critique. Point 1, car les médias sont porteurs d'idéologie. Déclinons cette idée en 2 sous-points. D'abord, la critique marxienne de l'idéologie, qui fait passer pour l'intérêt de tous ce qui ne protège en réalité que les intérêts d'une minorité. C'est ce que soutient, entre autres, le théoricien et linguiste Noam Chomsky. Dans ce cas, les médias ne visent, sous couvert de servir l'intérêt général, que des intérêts particuliers, ceux de leurs propriétaires. Ensuite, la critique technicienne. Selon le sociologue Marshall McLuhan, les médias ne seraient pas de simples outils destinés à porter un message, ils ne sont pas neutres. Dans la façon dont le message est transmis, il y a déjà virtuellement un rapport social inégalitaire et les médias dessinent une architecture du pouvoir. Prenez la télévision, média de masse par excellence, elle répond à la logique de l'offre. Une grille des programmes conçus par quelques personnes est destinée au plus grand nombre. Verticalité du modèle. Vous me suivez ? Mais me direz-vous, ça c'est pour la télé à la papa. Si on prend les grands noms d'Internet qui concentrent l'essentiel de la circulation sur le web, que ce soit Google, Facebook, YouTube, ce n'est pas la même chose. Sous des apparences démocratiques, sous l'horizontalité promue, leurs algorithmes œuvrent dans l'ombre et nous influencent. Se prévalant de la neutralité mathématique, ils filtrent les informations pour finir par nous présenter des contenus personnalisés, adaptés et plus ou moins pertinents d'un point de vue consumériste, c'est-à-dire pour nous, et du point de vue de la rétention de leurs visiteurs, c'est-à-dire pour eux. Mais ces filtres créent des bulles qui nous enferment dans un espace mental restreint et une réalité alternative. Là aussi, il y a une architecture du pouvoir. Point 2. Car les médias ne cherchent pas à favoriser une opinion publique éclairée, mais servent des intérêts commerciaux. D'abord, il faut vendre. La mission de TF1 avait déclaré son ancien PDG, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est ce que le philosophe Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. L'objectif, c'est de soutirer une plus-value financière de nos pulsions. Pour ce faire, la télévision nous divertit pour augmenter ses parts d'audimat et vendre des espaces publicitaires. On pourrait en dire autant des sites de presse sur Internet qui cherchent le clic à travers des titres racoleurs et accrocheurs, ce qu'on appelle le piège à clic, ou de façon plus imagée, le putaclic. Or, ces informations, elles ont rarement une grande valeur informative. Ensuite, il faut bien vivre. Il y a des agents qui vivent de l'information. Ce sont notamment les journalistes, placés en situation de concurrence sur un marché de l'emploi où ils sont parfois interchangeables. Or, la pression économique inhiberait l'esprit d'initiative et les prises de risque, ce qui créerait un certain conformisme et un esprit grégaire et servile dénoncé par des sites comme Acrimed, Mediapart ou encore le journal Le Monde diplomatique. Point 3. Car les médias se méfient du public pour lequel ils ont peu d'estime. Dès lors, les médias sont des techniques de contrôle et d'influence, autrement dit, de propagande. L'un des ouvrages de référence en la matière, Propaganda d'Edward Bernays, est d'ailleurs sous-titré « Comment manipuler l'opinion publique en démocratie ». Tout un programme. Mais c'est aussi le cas de l'industrie culturelle, dont le rôle serait de domestiquer les esprits et de tuer toute contestation grâce à l'abrutissement généralisé. C'est la culture du ludique, du divertissement. Et aujourd'hui, si on devait réactualiser cette critique, elle couvrirait également ce que l'on appelle l'économie de l'attention, soit les techniques intrusives qui, cherchant à mieux parvenir à vous connaître, cherchent à capitaliser sur votre attention. Capacité d'attention qui est, je le rappelle pour les millennials, de 8 secondes. Un bien rare. Très rare. Que faut-il retenir de cette triple critique ? Eh bien, que les médias isolent, et qu'en fragmentant le lien social, ils fragilisent l'espace public tel que Habermas le rêvait et qui est indispensable à la bonne santé démocratique. Rappelons d'ailleurs au passage que les totalitarismes se caractérisent par l'annihilation de l'espace public. Sont en cause la personnalisation et l'individualisation produites par les algorithmes. Chacun se réfugie dans sa bulle, techno-cocon régressif, où il n'a plus à se préoccuper de son prochain. Mais aussi en cause le capitalisme pulsionnel, qui transforme le citoyen en consommateur, l'incitant à se brancher sur ses désirs changeants et encourageant des comportements frivoles, narcissiques, égoïstes, capricieux, qui nous éloignent de l'exigeante vie démocratique. Face à de telles alertes, à quoi peut donc ressembler le débat public aujourd'hui ?
Avons-nous basculé dans ce que Stigler appelle le populisme industriel? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine séance.